Et moi, le premier terme qui me vient avec cette moto et qui est bien paradoxal, c'est le mot facilité. Du beurre, vraiment, ça passe tout seul, extrêmement facile à prendre en main. Les rapports s'enclenchent bien. Le point mort, c'est quelque chose dont je vous avais parlé lors des... Bordel! Oh putain! Oh putain! Oh, j'arrive pas à trouver la poignée! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Vous savez, les constructeurs ont parfois des idées étonnantes. Et quelquefois, ils ont même des concepts où on se dit « non, ils vont pas le faire quand même, non ». Et pourtant si, un matin, Kawasaki s'est réveillé et ils ont décidé de prendre une Z1000, un compresseur. La Kawasaki ZH2 était née. Lance le générique. Alors, pour commencer, bien évidemment, nous allons remercier nos amis de chez Espace Murit. Merci Espace Murit. Non, parce que bon, Espace Murit, c'est un petit peu la famille maintenant. On en est à notre 5e véhicule essayé avec eux. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie d'acheter une Kawa, une Yamaha, une KTM ou une Ducati, voire même des véhicules d'occasion des fois qui ne sont pas de ces marques-là. J'ai vu une Speed Triple 1200 RS la dernière fois chez eux. Attention, allez y faire un tour parce que l'équipe est vraiment incroyable. Ils sont à votre écoute et sauront sans aucun doute vous recommander la machine qu'il vous faut. Alors bien évidemment, moi je peux vous dire que je peux chanter pour vous demander le partage, le pouce bleu et tout ça, mais vous avez déjà vu ce que ça donne. Donc si vous pouvez juste vous abonner à la chaîne sans avoir à me forcer à refaire ça, tout le monde y gagne, de vous à moi. Bien évidemment, c'est impossible de parler de la Kawasaki ZH2 sans parler de l'ancêtre, la machine qui est venue avant elle, c'est-à-dire la Kawasaki H2R. En 2015, Kawasaki se sont dit, on n'est pas content. Trouve que les choses vont pas assez vite, c'est pas assez fou. Et puis, quelque part, c'est vrai que les Européens, ça faisait pas mal d'années qu'ils étaient un petit peu présents dans le game, alors que les Japonais traînaient un peu la patte. Bah en fait, c'est fini, tout ça, hein. Kawasaki H2R, moto turbo compressée, déjà, c'est pas très commun. Mais en plus de ça, 326 chevaux, plus puissante moto de série de l'histoire. Merci, au revoir. Et quand on se parle de moto de série la plus puissante de l'histoire, on se parle d'un véhicule capable de pulvériser en performance n'importe quelle MotoGP existante. C'est totalement fou. Donc la particularité de ce véhicule, c'est son compresseur qui permet de prendre jusqu'à 130 000 tours minute et qui du coup suralimente le moteur et va lui donner des performances totalement démesurées. D'ailleurs, petite anecdote, le logo qui est apposé sur la Kawasaki H2R n'est pas le logo Kawasaki, mais le Kawasaki Rivermark qui est en fait l'emblème de Kawasaki Heavy Industries. En effet, Kawa ne font pas que des motos, ça ne représente d'ailleurs que 30% de leur activité globale. En réalité, l'entreprise a des divisions aéronautiques, spatiales, et c'est en collaboration avec tous ces départements que le compresseur de la H2R a vu le jour. Par conséquent, ce n'est donc pas l'emblème standard de Kawasaki qui est sur cette machine, mais bien celui du conglomérat global Kawasaki Heavy Industries. Et si avec ça, vous n'avez pas de quoi briller en société pendant vos dîners de famille, et ben moi, je peux plus rien faire pour vous. Après, il faut savoir que la Kawasaki H2R, c'est une machine un peu spéciale. Elle est interdite à la circulation en route, elle n'est pas homologuée tout simplement. Elle est interdite sur la plupart des circuits sur Terre car elle fait juste trop de bruit, donc elle ne respecte pas les normes sonores. Et puis surtout, en fait, la machine coûte plus de 50 000 €, donc elle n'est pas vraiment réservée à tout le monde. Kawasaki a donc décidé de faire une machine un petit peu plus abordable, mais qui garde l'esprit de la H2R avec la Kawasaki H2. Ici, on se parle d'un véhicule qui sort quand même 210 chevaux avec l'air forcé, toujours en compresseur, et surtout à partir de 2019, 242 chevaux en pétant un peu un câble. 242 chevaux, ça reste quand même très largement suffisant pour pulvériser absolument tout ce qui existe en termes de moto de série à l'heure actuelle, et ça en fait surtout une machine avec un des looks les plus originaux qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, elle est lourde, hein, le compresseur, ça rajoute beaucoup de poids, donc elle n'aura jamais les mêmes performances qu'une Hypersport en courbe. Par contre, à l'accélération, à mon avis, il n'y a pas grand chose qui tient. Dans la lignée de cette machine sort la Kawasaki ZH2 SX, une version Grand Tourisme. Grand Tourisme. Donc en gros, vous allez partir en vacances, mais avec 210 chevaux. L'objectif n'étant pas d'arriver de Paris à Marseille le plus vite, mais de perdre son permis le plus vite. Et en ça, la Kawasaki ZH2 SX est un bon choix. Et finalement, un segment emblématique restait à aller chercher, celui des roadsters. En 2020, Kawasaki corrige le tir et nous présente ceci, la Kawasaki ZH2. Et comme avec une ZH2, la prescription médicale, c'est de ne pas rester plus de 10 minutes sans rouler avec, eh bien je vous propose qu'on passe en selle.
Allez, on est parti pour ce petit tour statique de cette Kawasaki ZH2 qui véritablement pour le coup ne laisse pas indifférente. C'est une machine, on apprécie ou on déteste, le look est très particulier. Moi je vous avoue que j'aime bien la patte Tsugomi que Kawasaki a créée depuis quelques années avec la Z1000 notamment qui avait commencé ce style là et je trouve qu'au moins elle a vraiment une identité qui est très marquée. Comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, vous voyez ici en fait le logo Kawasaki Rivermark qui n'est donc pas l'emblème de Kawasaki Motorcycle mais vraiment de tout Kawasaki Heavy Industries et qui donne à cette machine un côté vraiment unique, spécial, réservé à toutes les machines compressées de la marque. Donc on commence bien évidemment par ce moteur, donc comme vous le voyez ici, on a bien la mention Supercharge, donc on est ici sur un 4 cylindres 998 cm3 qui envoie 200 chevaux tout simplement, donc on est plutôt bien, et 14 mètres kg de couple, surtout ça qui est très intéressant, délivré d'une façon très particulière. Le châssis ici utilisé est un treillis tubulaire en acier, ce qui est relativement pas habituel sur les motos japonaises. On est plutôt sur du double longeron aluminium et la raison pour laquelle en fait le treillis tubulaire a été privilégié, c'est qu'en fait le compresseur a besoin de dégager énormément de chaleur et du coup le treillis tubulaire s'y prête un peu mieux. En plus ça permet d'avoir une petite alternance entre le noir et le vert ici sur les tubes en alu, donc moi je trouve ça très sympathique. C'est une machine qui est plus lourde qu'un roadster classique, on est à 239 kg en ordre de marche, donc on n'est pas ici sur quelque chose qui va être aussi agile. Néanmoins, je trouve que c'est quand même très bien réussi, vous le verrez tout à l'heure lors de l'essai, je trouve que la machine s'en sort plutôt pas mal. Espace Murit nous a installé ici un petit échappement à Krapovic qui donne une sonorité un petit peu plus rauque, un petit peu plus sympa à la machine, même si je vous avoue qu'en termes de gueule, ça reste quand même un truc énormissime. Il en existe d'autres mais qui malheureusement ne sont pas homologués, donc à vos risques et périls. Donc en ce qui concerne la fourche, on est ici sur un élément Showa qui sépare sur une cartouche et sur l'autre l'hydraulique et les réglages. Et ici on va avoir les étriers Brembo M4.32 qui sont donc du coup des générations un petit peu antérieures au M50 et au Stylema, un peu moins bon. Il existe une version spéciale édition de la Kawasaki ZH2 qui elle est équipée en Stylema et a en plus des suspensions pilotées avec le système Skyhook de Kawasaki. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment aller chercher encore au-dessus. Allons faire un petit tour du côté du tableau de bord pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc vous voyez le Kawasaki Rivermark qui s'affiche. Comme pour la Kawasaki Ninja SX1000 que je vous avais montré, c'est le même tableau de bord. Donc avec pas mal d'informations utiles assez sympas. On a la jauge à essence, le contour, bien évidemment l'indication de vitesse. Les modes de conduite qui se règlent en laissant appuyer sur le bouton mode. Ça va permettre d'aller chercher les différents modes d'usage. Donc on a Sport bien évidemment, on a Road, on va avoir le mode Rain et on va avoir un mode User qu'on va pouvoir aller regarder tout à l'heure qui permet de tout personnaliser. Une chose assez sympathique, je vous l'avais dit sur l'essai de la Tuono 2021 que ça me manquait, et bien là on a un indicateur de angle, donc ça moi je trouve ça super sympa parce que ça permet de savoir un petit peu l'angle maximum qu'on a pris sur la machine. Donc si on rentre un petit peu directement maintenant dans les réglages, vous allez voir qu'on peut quand même accéder à pas mal de petites choses. Donc dans les paramètres du véhicule, on va pouvoir aller regarder notamment par exemple, alors il faut faire Select ici, et vous allez pouvoir aller activer notamment le Quick Shifter Up and Down qui existe sur cette machine-là de série, et aussi le mode Rider qu'ici on peut activer. Et donc on va avoir la possibilité de choisir de le mettre ou pas. Et une fois qu'il est activé, on va avoir la possibilité de le régler directement en revenant en arrière. Et ici, de l'activer, comme je vous l'avais dit, il est maintenant disponible ce mode Rider et permet vraiment de régler à la volonté le contrôle de traction et pas mal d'autres petits éléments qui sont assez sympas. Sur cette machine-là, on va avoir pas mal d'assistance. On va avoir bien évidemment le contrôle de traction KTRC qui est réglable sur 3 niveaux. On va avoir le KIBS qui est ce système d'ABS intelligent qui permet de prendre en compte plusieurs éléments, je vous en parlerai dans le tour dynamique. On va avoir le Quick Shifter de série Up and Down, un petit régulateur de vitesse, la possibilité de connecter son téléphone en Bluetooth. Bref, la machine est vraiment assez complète sur la partie électronique. Finalement, le cœur de la bécane, on va bien évidemment la réveiller. On a cette sonorité assez typique d'un 4 cylindres qui ne laisse pas paraître en fait ce qu'elle a dans le ventre. Et même quand on tourne la poignée, on sent qu'elle en veut, mais on n'entend pas encore tout à fait le compresseur. Et ça va être pour juste après. Je vous emmène et je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti pour du coup le tour en ville de ce monstre qui est la Kawasaki ZH2 et qui pour le moment eh bien, ne semble pas si monstrueuse que ça, tout du moins au niveau des aspects pratiques. Et moi le premier terme qui me vient avec cette moto et qui est bien paradoxal, c'est le mot facilité. Déjà en termes de position de conduite, je trouve que la position n'est pas radicale du tout. On est droit, on n'est pas trop en appui sur les poignets, les jambes sont pas excessivement repliées, en tout cas par rapport à ma Tuono qui est bien plus radicale, je me sens beaucoup plus à l'aise. Alors on a un réservoir qui est très large au niveau de l'entrejambe, donc on a les genoux qui viennent un petit peu enserrer ce réservoir, mais on a les jambes plutôt écartées. Mais je ne trouve pas du tout que ce soit gênant, c'est quelque chose qui vient assez naturellement se mettre en place. Personnellement, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vraiment un sans faute. En ce qui concerne les commandes de frein ou d'embrayage, ces dernières sont d'une douceur, mais c'est du beurre, vraiment, ça passe tout seul, c'est extrêmement agréable, extrêmement facile à prendre en main, les rapports s'enclenchent bien, le point mort, c'est quelque chose dont je vous avais parlé lors des essais des Speed Triple et des Tuono 2021, se trouve très facilement, même à l'arrêt, il n'y a aucun souci. Cette Kawasaki vous fait vraiment être dans une situation de douceur, de moellosité qui est juste assez incroyable. En ce qui concerne la maniabilité, je suis absolument scotché par la facilité avec laquelle la Kawasaki ZH2 se manipule. On est quand même sur un véhicule qui fait 239 kg en ordre de marche et pourtant tout est si facile, le centre de gravité il est extrêmement bas, la machine se manipule vraiment hyper facilement, c'est un régal à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Les rétroviseurs offrent une bonne visibilité arrière, je les trouve plutôt bien conçus, il n'y a aucun souci. Et en ce qui concerne les commodos, ces derniers sont, je trouve, assez bien organisés, ils restent assez ergonomiques. On n'est pas sur quelque chose qui est trop difficile à manipuler. Vous avez du côté droit juste un bouton select qui sert à valider vos choix et le bouton gauche qui sert, le commodo gauche pardon, qui va vraiment servir à manipuler les changements de mode, le fait d'activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Et tout ceci se fait extrêmement facilement. La machine a une jauge à essence, plutôt sympathique sur des roadsters aussi énervés. On sait que certains constructeurs ne prennent pas forcément le temps de faire ça. Des warnings, donc on a vraiment l'intégralité de ce dont on pourrait avoir besoin pour un parfait petit roadster au quotidien. Roadster qui sort quand même, je vous le rappelle, la bagatelle de 200 chevaux. En ce qui concerne la chauffe du véhicule, en étudiant un petit peu l'histoire de la H2R, de la H2, le cadre treillis tubulaire avait été envisagé pour pouvoir dégager plus facilement la chaleur qu'un compresseur pourrait entraîner. Et du coup, on pourrait se dire que finalement, cette ZH2, elle chauffe pas mal. Moi, en tout cas, à date, je n'ai pas remarqué une chauffe particulière. Je le sens un petit peu, c'est très léger, mais comme le ferait un roadster japonais, et franchement pas plus que les concurrentes européennes qui, elles, sont souvent bien plus désagréables à ce niveau-là. Le véritable point noir de la Kawasaki ZH2, c'est sa consommation, puisque en fait un moteur compressé va forcément engendrer une augmentation de la dépense en carburant. Et sur ce véhicule-là, vous allez toujours être entre 8 à 9 litres au 100, ce qui n'est pas forcément incroyable quand on se dit qu'on est sur un hyper roadster de 200 chevaux turbo compressé, juste compressé, pardon. Mais par rapport à certaines concurrentes comme la Super Duke 1290 qui ne consomme qu'en règle générale 6 à 6 litres 5 au 100, on est quand même bien au-dessus. Par contre, si comme moi vous venez d'une Tuono V4, ça ne va pas du tout vous choquer puisque cette dernière consomme à peu près la même chose avec son V4 italien. Finalement, le dernier aspect dont on va se parler, c'est le duo, vous le savez, et là-dessus, énorme surprise. Je sais que mes standards sont très élevés en termes de dureté puisque je roule en Tuono et que j'ai l'habitude d'avoir des véhicules assez inconfortables pour le passager ou la passagère, mais en l'occurrence ici, la personne qui roule avec moi a été véritablement surpris et enchanté car la ZH2 propose un compromis en termes de confort qui lui allait très bien. La selle n'était pas trop dure, les jambes n'étaient pas trop repliées et finalement la vue adoptée était celle un petit peu d'une hyper sportive avec la tête qui dépasse bien du conducteur. Elle a été vraiment enchantée. À ce propos-là, je ne vous en dis pas trop pour le moment, mais il se pourrait que dans les prochains mois, des vidéos avec des motardes puissent arriver sur la chaîne et ce qui, je l'espère, pourra aussi intéresser une population de conductrices féminines. Restez bien à l'affût des nouveautés sur la chaîne parce que ça pourrait arriver très bientôt. Finalement, là où on s'attend à un monstre absolument invivable et qui va vous traiter de la pire des façons en ville, la Kawasaki ZH2 s'acquitte de cet exercice avec une simplicité et une dextérité qui est absolument incroyable. Vraiment, cette machine cumule le meilleur des deux mondes, mais ce n'est pas pour autant qu'on va rester encore trop longtemps en ville, parce que moi je n'ai qu'une envie, c'est d'aller titiller ce putain de compresseur qui sort 200 chevaux.
Allez, on est parti pour le tour dynamique de la Kawasaki ZH2. Je suis en mode sport, je n'ose pas me mettre en mode rider qui est le mode le plus fou. Cette moto me fait peur. On est en seconde, on va essayer de voir ce que donne. Et bien ce compresseur, quand on tire dedans... Oh bordel! Oh putain! Oh putain! Oh là 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 là! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est incroyable! Oh! Attendez, la bascule là! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, il faut que je fasse attention parce qu'il y a un peu de terre sur la route. Oh mon dieu! Oh! Oh là 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 là! Mais j'ai l'impression que la Tuono a une trottinette à côté! Oh, c'est incroyable! En fait, la façon comme la puissance est délivrée, elle est hallucinante. Il y a plus de couple que sur la Tuono, bien sûr, et 25 chevaux de plus, mais waouh! Là, je suis à 8000. Oh là là! Oh, c'est hallucinant! C'est dur de tenir! C'est dur de s'accrocher à la moto! C'est incroyable! C'est incroyable! Et alors je sais pas si vous l'entendez, mais il y a la décompression en fait du compresseur qu'on entend avec cette espèce de petit sifflement à chaque fois. C'est très exotique, très original, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça sur des motos. C'est hallucinant! Oh, la poussée est phénoménale! Oh putain, j'arrive pas! En fait, à 8000, quand je tourne la poignée d'un coup, en fait, je me cogne à l'arrière de la selle et je me fais mal, tout simplement. C'est un truc de fou! C'est un truc de fou! Wouah! J'arrive pas à tourner la poignée! J'arrive pas à tourner la poignée à fond, c'est hallucinant! Oh bordel! Mais qui aurait cru que derrière une machine aussi civilisée en ville se cachait un monstre pareil? C'est hallucinant! C'est incroyable! Vraiment, je suis tellement surpris par ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde de la machine. Elle est si facile en ville, elle est si accommodante. Il n'y a rien qui va pas en ville, elle est hyper facile. Et dès qu'on sort, dès qu'on tourne la poignée, bon bien évidemment il y a 200 chevaux donc je m'attendais pas à autre chose. Mais le vivre, bon le châssis, plutôt bien. Les suspensions sont un petit peu molles, je sens quand même un petit peu, ça se désunit de temps en temps mais ça reste quand même très très sain. Et par contre, oh ce moteur. Ah et puis alors le quick shifter, pour jamais s'arrêter quoi. Oh là 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 là. Mon dieu. Oh putain. Ah c'est la descendante du Baking, c'est vraiment la descendante du Baking. Pour ceux qui ne connaissent pas le Baking, j'en ai parlé dans mes lives, c'était une moto sortie en 2008 par Suzuki qui était en fait un renouveau chez eux et en fait c'était la machine qui introduisait le moteur de la nouvelle Hayabusa. C'est ni plus ni moins en fait qu'une Hayabusa version roadster et à l'époque en fait cette machine avait en fait des performances qui étaient totalement hallucinantes mais dans un poids qui était relativement bien élevé, hein. C'était une machine qui faisait 250 kg et du coup en fait on avait ces 183 chevaux, ces 15 mètres kg de couple dans un 1340 cm3 démesuré et une machine qui forcément en agilité était très surprenante et très très agréable mais ne pouvait rivaliser avec des roadsters beaucoup plus légers. Et en fait cette Kawasaki ZH2 est la digne descendante du Baking tout simplement. C'est une machine qui n'est pas pensée pour faire une attaque folle en termes d'angle, en termes de prise d'angle, etc. Elle se débrouille très bien dans l'exercice mais elle est faite que pour une seule chose, tournez la poignée et vous satellisez. Vous êtes satellisé. Et le truc en fait, c'est que quand vous demandez à être satellisé, mais vous l'êtes en fait. Mais vous l'êtes. Oh là 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 là. Et je sens la moto qui se lève, hein. Je sens la moto qui se lève. Il y a toutes les assistances qui sont activées, hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh, il m'en faut une. Il m'en faut définitivement une. C'est incroyable. C'est incroyable, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Ouais. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Je pensais vraiment vivre ça qu'avec la Tuono en termes de sensation de conduite. Mais je dois bien vous avouer que là je suis un peu
Je suis un peu séduit là quand même. Bon, la route est pas folle pour pouvoir vous montrer un petit peu les capacités dynamiques de l'engin parce que je vous avoue qu'il y a un peu de terre par terre. Mais croyez-moi, ça se place sur l'angle quand même plutôt pas mal. En termes de freinage, bah, vous l'avez vu dans le tour statique, on est sur des Brembo M4.32, donc ça freine très bien. Avec notamment le système KIBS qui va en fait analyser pas mal et bien de facteurs en même temps pour pouvoir donner le freinage le plus adapté. C'est pas juste une question de vitesse de la roue avant, la roue arrière, etc. Il y a l'angle d'inclinaison qui est pris, il y a le degré d'ouverture des papillons, il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte pour vraiment vous assurer qu'en fait l'ABS ne se déclenche de la meilleure façon possible. En fait, ça va pas être juste roue avant, roue arrière, il y a vraiment quelque chose qui est très travaillé à ce niveau là et ça marche plutôt bien. Donc c'est pareil au niveau de la fourche Showa qui est une fourche qui a les fonctions qui sont séparées selon les cartouches. On est quand même sur un amortissement qui est très bon, qui est relativement souple, je vous le cache pas. C'est pas aussi rigide que sur une tonneau, une fourche Öhlins où on va vraiment sentir quelque chose de très racing, mais elle fait un bon travail. Franchement, elle fait un bon boulot, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment quand on va aller pousser cette machine dans ses retranchements sur circuit par exemple, où on va peut-être se rendre compte que c'est un petit peu plus limité que une fourche Öhlins comme on pourrait la retrouver sur la tonneau. Par contre, clairement, en termes de sensation, elle met la tonneau à l'amende très fort. Wouah, oh, j'ai mal au cou, j'ai mal au cervical tellement ça accélère pas. Bah écoutez, en fait déjà moi ça m'attriste un peu parce que il m'en faut une. Ça c'est la première chose. C'est absolument hors de question que je n'ai pas ça au moins une fois dans ma vie. C'est hallucinant. Oui, c'est une machine qui est plus lourde que les autres Super Roadsters, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Plus difficile à mettre sur l'angle, peut-être qu'en termes de finition ça n'égale pas une Speed Triple ou une Street Fighter V4, mais le moteur, l'accélération que ce machin vous procure, c'est du délire. Et vraiment rien que pour ça, je pense que la Kawasaki ZH2 mérite d'être essayée au moins une fois dans sa vie parce que c'est des sensations qui sont vraiment uniques. Ce compresseur ajoute en fait une façon de conduire qui est totalement différente de ce à quoi on a l'habitude. Et du coup, comme cette machine en fait est à part dans la façon comme elle est construite, eh bien elle est aussi à part dans son positionnement. Et donc ce n'est pas à des Super Roadsters que je vais comparer la ZH2, mais à des catégories de véhicules encore un peu plus à part dont on va se parler tout de suite. La première que je veux vous présenter et dont je vous ai parlé dans le tour dynamique, c'est la Suzuki B-King. Cette machine, comme je vous l'ai expliqué, a été présentée en 2008 comme une version roadsterisée de la Yabusa. Et à l'époque, il s'agissait en réalité du premier super roadster de l'histoire. 183 chevaux, plus de 15 mètres kg de couple, soit encore plus que ça, dans un 4 en ligne de 1340 cm3 qui est absolument incroyable. La machine pèse plus de 250 kg et pourtant c'est à mon sens une des plus grandes réussites de l'histoire de Suzuki car vraiment dépasser les 5 km/h, vous ne sentez plus le poids de la machine. Je suis pas très objectif en parlant du B-King parce que oui, j'en ai eu 6 différents donc c'est une machine que j'adore, mais clairement si vous cherchez un roadster gros cœur dont la principale préoccupation ne sera pas de prendre de l'angle ou de la courbe comme une pistarde, essayez cette bécane au moins une fois dans votre vie. On en trouve aux alentours des 7-8 000 € sur le bon coin dans des états impeccables. Les possesseurs de B-King sont souvent extrêmement méticuleux avec leur moto, donc vraiment, si vous avez l'occasion de l'essayer, faites-vous plaisir. La deuxième dont je vais vous parler va aller encore chercher plus loin dans la démesure, puisqu'il s'agit de la Yamaha VMAX. 1700 cm3 dans un V4 démoniaque et l'une des premières machines de l'histoire à sortir plus de 200 chevaux. Alors clairement, on est en train de se parler d'un truc qui est encore plus un dragster que la ZH2, puisque là, les courbes, vous les oubliez. On est à plus de 300 kg en ordre de marche, donc c'est un paquebot, mais en termes de sensation, on est dans les 17 mètres kg de couple, ce qui est absolument gargantuesque et vous promet de transformer n'importe quelle ligne droite en une véritable téléportation. C'est une machine qui n'existe plus en neuf, vous la trouverez que en occasion, à des prix souvent assez élevés car ça reste une machine un peu collector, mais clairement ça reste un véhicule si exceptionnel que je ne peux que vous le conseiller à essayer au moins une fois dans votre vie. Finalement, la dernière moto dont on va se parler existe encore aujourd'hui en neuf, elle est toujours proposée, c'est la Ducati Diavel 1260 et 1260S dans une version un petit peu plus premium. Encore une fois, on est sur des machines à gros cœur, moins de chevaux que sur une ZH2, 162, mais le Testa Stretta si spécifique à Ducati qui envoie vraiment de belles vibes avec des grosses vibrations qui font plaisir et une machine qui globalement a une gueule, je trouve, vraiment super réussie et qui ne passe pas inaperçue. On est dans les 20
5900 € pour cette machine-là, soit à peu près l'équivalent du prix de la Special Edition sortie en 2021. Et encore une fois, à mon sens, c'est une bécane vraiment super attachante. Si je devais conclure sur cette Kawasaki ZH2, je dirais qu'en fait, elle excelle vraiment dans l'exercice qu'elle s'est fixé elle-même, c'est-à-dire ne pas faire comme les autres. C'est un moteur comme vous aurez rarement l'occasion d'en essayer dans votre vie, dans une machine avec une partie cycle extrêmement saine, plus lourde qu'un roadster standard, ça, il n'y a aucun problème, mais qui vous donne une telle banane à chaque accélération que clairement, je suis en train de me demander si après la Tuono, ce sera pas ça ma prochaine machine. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré essayer ce monstre. Encore une fois, je vous le répète à chaque fois, mais vous le savez, la répétition fixe la notion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, mettre un pouce bleu. Rejoignez-nous sur Instagram aussi parce que je poste souvent les photos des machines qu'on va essayer en avant-première. Je m'avance un peu, mais techniquement parlant, lorsqu'on va se revoir, la chaîne aura dépassé les 1000 abonnés et je veux vous offrir un essai assez spécial à cette occasion-là. Donc restez bien connectés sur Roadsters TV parce que la prochaine vidéo risque d'envoyer du très lourd. En attendant, portez-vous bien. Ciao!